Je cherche une lumière, je te dirai, tu sors demain, je te dis. Wow. Bon, ce matin, je suis venu dans la douleur nationale que traverse la Côte d'Ivoire à la suite du décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Je voudrais partager quelques moments avec vous, tirer une conclusion de la vie que nous menons. C'est pour cela que j'ai intitulé ce post « Vanité ». Et si tout était vanité, il faut qu'on se serve des exemples des autres pour avancer. Des grands hommes et des philosophes, à la suite du constat qu'ils ont fait de la vie, il y en a qui ont dit que seuls les imbéciles ne changent pas. Et c'est vrai. Je vais un peu me prononcer. Il y a tellement eu de directs sur Ahmed Bakayoko, son décès. N'étant pas spécialiste scientifique pour savoir comment il est mort, qui l'a tué, qui ne l'a pas tué, je voudrais m'attarder un peu sur, depuis une semaine, l'angoisse, la peur, la tristesse de beaucoup d'Ivoiriens que je rencontre dans la rue. Je prends beaucoup le taxi, les woro-woro, les baka, rien que pour m'enquérir de leur opinion, pour essayer à ma qualité de communicateur, essayer de traduire cela pour ceux qui ne vivent pas sur le territoire ivoirien. La mort d'Ahmed Bakayoko est devenue une confusion. On a l'impression que c'est une fête nationale. Et en même temps, on se dit qu'il est mort, mis dans un placard de Ivo Sepp, sous la bienveillance et direction de M. Jean-Marc Honoré Affian, que je salue au passage. Ahmed est mort.
Voilà un mystère qui entoure une disparition. Est-ce que le gouvernement a le pouvoir pourrait un jour communiquer puis donner sa version des faits quand les rumeurs ont pris tellement de l'avance? Empoisonné par X, tué par Y. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus des pourfendeurs et des pourvoyeurs d'actualité. Est-ce que le pouvoir pourra donner un jour sa version des faits? C'est une des interrogations que je me pose. Et au regard du fonctionnement de ce pouvoir, ce sera vraiment difficile qu'un jour, il donne sa version sur ces morts en cascade à la primature ivoirienne. Bon Coulibaly est décédé il n'y a même pas 8 mois. Ce n'est qu'avant-hier que, traditionnellement, les Senufo ont engagé les funérailles selon leur rite de Gon Coulibaly. Et voilà que son successeur, Ahmed Bakayoko, tisse sa révérence. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit sur ce monsieur? Quand ça lui plaisait de danser, on dit qu'il était trop plaisantin, inconscient. Quand ça lui plaisait de recevoir des regards tristes et tenter de les combler pour que cette tristesse-là puisse mousser par ces gestes de générosité, donner un peu d'espoir à ceux qui n'en ont pas. La vie que nous menons n'est pas une vie d'espoir pour ceux qui sont dans un besoin. Et j'en sais quelque chose. La paupérisation, la misère enveloppe près de 80% des Ivoiriens. Ici, quand tu es riche à l'excès. Et quand tu es pauvre aussi à l'excès. Il n'y a pas d'intermédiaire. Quand cet Ahmed Bakayoko, qui vient de tirer sa révérence, se retrouvait au marché, il avait le comportement d'un leader dans un marché. Et il y allait souvent. Ce n'était pas pour obliger les gens à l'aimer. C'était sa nature. Le même Ahmed Bakayoko, quand il se retrouvait dans un endroit où il était interpellé, il s'arrêtait. Il écoutait. Il donnait rendez-vous. Pour ceux qui ont vécu Ahmed Bakayoko, ils m'ont toujours dit que sa période favorite de réception où sa générosité s'enclenchait, c'était 17 heures. Des témoignages affluent de gauche à droite. Quelques-uns ont retenu mon attention. On dit souvent c'est lui-même qui décrochait son téléphone. On dit souvent lui-même il est là et puis il se souvient que bon, il y a un certain Joël Etienne qu'il connaissait, qu'il n'a pas vu depuis un certain moment. Il prend son téléphone. Au moment où ce Joël Etienne, de manière inattendue, vaquait à ses occupations dans le but de se dire que Ahmed m'a oublié, son téléphone sonne quand il décroche à Ahmed Bakayoko. Joël, tu es où? Ça fait longtemps que je n'ai pas de tes nouvelles. Qu'est-ce que tu deviens? Écoute, Joël, viens à mes bureaux à 17 h. C'était Ahmed, ça. Pour ceux qui l'ont pratiqué. Alors, une telle personne, devenue une personnalité, c'est tout à fait normal que le monde entier afflue à ses funérailles. Ça commence aujourd'hui, mercredi. Après moult réflexions du comité d'organisation de ces funérailles, ils se sont rendus compte que le stade de Fort-Boigny pouvait exploser par le monde qui devait y affluer. Ils se sont éloignés jusqu'à sur la route d'Anyama, au stade de Bempé. Il paraîtrait que le monde qui y va maintenant
Peut-être que le président Ouattara et son cortège, pour avoir accès à Ibempe, ils seront obligés peut-être de descendre par hélico. Est-ce que Ahmed a vécu inutile? Est-ce que Ahmed a vécu utile? Oh là là! Comment un seul être peut emporter autant d'adhésion, d'interrogation pour que les gens crient que sa mort n'est pas une mort naturelle? Ahmed a fait quoi d'extraordinaire pour qu'il puisse rentrer dans l'estime des Ivoiriens et même au-delà de la Côte d'Ivoire? On annonce la présence de beaucoup de chefs d'État. On vient d'annoncer même la présence du roi du Maroc. Ah, le roi du Maroc. Alors quand on voit des êtres anodins sortir des méandres, devenir des superstars comme Ahmed Bakayoko, on se pose une et une seule question. La vie, c'est quoi? Quel sens je peux donner à ma vie? Dois-je vivre de manière cruelle, violente, oppressive? Ou dois-je apprendre à connaître les gens? Ahmed, il n'était pas super milliardaire, mais il avait compris le langage de la société. Ahmed, je suis sur le terrain, ce que je vous dis, ça va tout droit de mon cœur. Je ne l'ai pas pratiqué. Mais quand dans la rue on passe, c'est comme si c'était le président Ouattara qui venait, parce qu'il s'est trompé de route dans l'au-delà et qui s'est métamorphosé en être humain dans son réel. Et puis les Ivoiriens affluent, venez voir le président, venez voir. Et puis du coup, il se rend compte qu'il est revenu dans le monde des vivants. Et puis il retourne de là où il est. Voilà l'incarnation d'Ahmed Bakayoko. Est-ce que ceux qui sont là, politiques, hommes d'affaires, anodins, citoyens lambda, est-ce que ce monde-là pourra retenir la moralité de la vie qu'Ahmed a vécue? Oh, on me dit qu'il était le plus gros vendeur de la drogue. On me dit, oh, qu'il était le pourvoyeur des microbes. Oh, on me dit ceci, on me dit cela. Mais le voleur, quand il vient vous voler la nuit et que le matin il apprend que vous avez un problème et qu'il revient vous soutenir, compatir avec l'argent qu'il a volé et qu'il vous donne cet argent pour que vous régliez un problème un tant soit peu, vous oubliez qu'il y a un voleur qui vous a volé parce qu'il vient justement pour vous aider à corriger ou à rectifier des tirs. Dites-moi, pour être au sommet là où Ahmed est, qui a le cul propre? Celui qui n'a jamais, je dis bien celui qui n'a jamais flirté avec le mal pour avoir le bien, qu'il lève la main. Ahmed vient de partir. C'est son corps qui est là comme une enveloppe. On attend d'aller le jeter avec un linceul dans un trou. On le ferme. Au bout de 2 semaines, même sa propre épouse et ses propres enfants vont recevoir tellement de visites. Et les gens leur diront, passez l'éponge, mettez-vous dessus. C'est comme ça la vie. Yolande pleure moins. Les enfants pleurent moins. Et puis comme une étoile filante, la douleur va s'estopper dans les méandres de l'insouciance. Et puis on va oublier Ahmed. Yolande qui est son épouse. Oh, Yolande Tano. Avec cet illustre nom, je me pose la question, pourra-t-elle refaire une vie? Parce que porter le nom Tano Yolande, épouse Bakayoko, c'est comme si l'ombre de son mari la pourchassait à tout moment. Yolande Tano,
Si ce Tano que tu portes est le significatif de ce que je sais parce que je suis Agni, quand tout ça là aura tiré sa révérence, Yolande, rends-toi au village. Écoute-moi très bien, Yolande. Rends-toi au village. Dépose la Bible ou le Coran quelque part loin. Rends-toi au village. Demande à tes parents. Je ne dis pas ceux qui sont morts, ceux qui vivent. Pourquoi vous m'avez donné le nom Tano? S'ils te disent oui, c'est parce que la rivière qui est à côté, le bois qui est à côté, le caillou qui est à côté, ta maman ne pouvait pas avoir d'enfants, surtout des filles. Donc quand tu es né, on t'a donné le nom Tano. Yolande, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un esprit. Va vénérer ces esprits-là. Tout ce qu'ils te demanderont de faire, Yolande, fais-le. Pour conjurer désormais ces gros mauvais sorts qui planent au-dessus de ton alvéole. C'est un sachant qui sache et qui sait qui te dit. Sinon, il te sera difficile. Beaucoup de gens, tes estimes, t'appellent Yo-Yo. Mais moi, je préfère t'appeler Tano. Quand tu auras fini, tu verras que si tu es appelé ou tu t'es appelé à être première dame un jour, puisque c'était vers là que tu tendais, Yolande, fait ce test. À tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, le titre que j'ai donné, vanité, rien que vanité. L'homme n'est que vanité. Et quand je vois des gens qui se plaisent à égorger d'autres, quand je vois des gens qui enlèvent la vie de leurs semblables pour les mettre en prison, paraîtrait que Ahmed en a fait. En voulant tellement bien faire, Ahmed a dû commettre des bavures en donnant la mort ou en occasionnant la privation des droits. Même ceux-là, aujourd'hui, regrettent Ahmed. Il a tiré sa révérence. Bon, pour les croyants qui vont à l'église et dans la mosquée, ils disent, dans l'au-delà, il y a deux zones, deux destinations. L'enfer et le paradis. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller dans une des zones? Il paraît que quand tu fais du bien, tu vas au paradis. Il paraît que quand tu fais du mal, tu vas à l'enfer. Qui habite ces deux planètes-là? Je ne sais pas. Mais souvent on dit que quand tu fais du bien, tu vas au paradis. Quand tu fais du mal, tu vas à l'enfer. Ahmed, si tu es à ce carrefour où tu dois choisir, personne n'est à côté de toi. Mais j'imagine la fête. Sans doute que à Berlin, avant de rendre ton soupir, le tout dernier, il paraît que c'est normal. On dit qu'il avait parlé avant de mourir. C'est normal, la plupart des êtres humains parlent avant de rendre leur soupir. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Souvent, ça ne remonte jamais. Voilà un autre mystère. Si Ahmed a parlé, qu'est-ce qu'il a dit? Ça ne remontera jamais à la surface du moteur. Mais j'imagine, dans cet hôpital berlinois, le Didier Arafat, quelle fête! Ce que les Ivoiriens appellent la Talakou, sans doute qu'il est venu dans le bonheur de revoir Ahmed avec lui désormais dans l'au-delà. Il a fait son patrak, 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 patrak jusqu'à ce qu'il accompagne Ahmed. Ahmed n'est plus ici. On ne sait pas où il est. On va danser au cou d'un corps inerte.
On dit le monsieur qui est couché, il s'appelle Ahmed. Il est couché, il a les yeux fermés. On dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui se fout des gens comme un mort. Il y en a qui viennent pour pleurer hypocritement. Il est là, il a les yeux fermés, souvent même il tire la bouche. Il y en a qui sont sincères. Il y en a qui passent. Il se dit, oh non, Joël Etienne est là, mais si je savais qu'il allait venir, peut-être que je l'aurais appelé pour résoudre le problème que je savais de lui. Ahmed est devenu une enveloppe sans courrier. On va le jeter. Monsieur Ouattara, permettez-moi que je vous dise deux mots. Vous savez, quand nous on était enfants, j'ai grandi au village. Très tôt le matin, quand nos parents nous réveillaient d'aller au champ, c'est nous les enfants qui étions dehors, devant plutôt. Et puis on prenait la rosée. Jusqu'à ce qu'on arrive dans la plantation, nos pieds sont complètement mouillés. Et puis ceux de nos parents sont secs. Ahmed a pris la rosée pour vous permettre d'être là où vous êtes. Aujourd'hui, plusieurs supputations, des interrogations. Ils ont tué Ahmed, ils l'ont empoisonné, ils ont fait ceci. Monsieur Ouattara, ça sera trop lourd pour vous. Sur quelle femme vous devez montrer votre innocence pour effacer cette culpabilité éternelle de lourde que vous allez porter comme un costume au matin et au quotidien. Il vous appartient, monsieur Ouattara. Les Ivoiriens ont peur. Ils se disent que si Ahmed n'est plus là, qu'est-ce que nous allons devenir? C'est Ahmed seul qui est avec eux. Ahmed est parti. Nous allons devenir comment? Quelles décisions ils vont prendre? Il n'y a pas quelqu'un que j'ai rencontré qui n'est pas inquiet de vivre sous la terreur de ce qui adviendra demain, juste quand on aura enfui Ahmed avec son linceul. Il a tout laissé. Les Ivoiriens se disent, c'est Ahmed qui nous servait de tampon. Les artistes se disent, est-ce que si demain on rentre en studio et qu'on porte un regard satirique sur la société, qu'est-ce qu'il va nous arriver? Ahmed n'est plus là. Ces milliers d'enfants, ces milliers de femmes qui attendaient le passage d'Ahmed pour recevoir un peu d'aumône dans son regard et dans son geste. Beaucoup d'Ivoiriens me disent, Monsieur Joël Etienne, le président Ouattara est trop loin de nous. On ne le voit pas. On ne l'entend pas. S'il prend la décision de venir nous exterminer, on va où? Et comment est-ce qu'on saura qu'ils ont pris la décision de nous exterminer? Monsieur Alassane Ouattara, je vous dis ce que le peuple ressent. Faites redescendre un peu de générosité et d'amour. Vos compatriotes sont inquiets pour quelqu'un de vos proches collaborateurs qui vient de tirer sa révérence. C'est comme si le ciel leur tombait sur la tête. Faites un effort. Ce peuple qui donne le pouvoir, quand il vous le donne, ne vous éloignez pas de lui. Quand vous vous éloignez de lui, il vous traite d'ingrat, de violent. Et tous les adjectifs disqualificatifs, il vous le confère. Grâce au masque, je dis bien grâce au masque que nous portons comme consigne barrière, on ne voit plus nos larmes. Donc, si aujourd'hui, jusqu'à l'enterrement de Ahmed, vous pleurez et que vous avez des larmes, les lunettes et puis le masque que vous portez, on ne verra pas si vous pleurez ou pas. Il vous appartient désormais, M. Ouattara, de montrer à la face des Ivoiriens que vous gouvernez, que vous les aimez, pour qu'ils vous retournent cet ascenseur d'amour.
Ils ont tellement d'amour à donner, ces Ivoiriens. Malheureusement, ils ne savent pas par où passer pour vous le donner. Voilà, Ahmed. Si vous ne faites pas attention, M. Ouattara, ça dit toute cette générosité, toute cette attention, tout ce qui est bonté, pour le pouvoir que vous incarnez, Ahmed va prendre tout ça pour aller dans la tombe et vous n'aurez rien du tout. Et j'espère que vous me comprendrez pour éviter le pire demain, quand le peuple ne comprendra jamais rien, se mettra dans la rue. C'est ce même Ahmed qui va voir Henri Konan Bédié. C'est le même Ahmed qui va voir les Gikawe à Souadou pour éteindre le feu. Ahmed n'est plus là. Les Ivoiriens se disent, est-ce que le président Ouattara pourrait nous indiquer quelqu'un qui comprend notre langage pour que nous vivions sous la protection divine, sans oppression et de violence? Monsieur Ouattara, vous êtes au milieu de votre destin national. La rumeur enfle tellement qu'on dit non, c'est pour préparer votre petit frère ou votre fils selon Téné Ibrahima, pour qu'il vous remplace, que vous êtes en train de faire tous ces balayages. Monsieur Ouattara, vous ne pensez pas que il y a trop. Il y en a trop. Il y a trop. Il y a un proverbe Sonufo qui dit, et je cite, quand de ton vivant tu n'as pas tout dit, le jour de ta mort, ton cercueil devient lourd. Madame Ouattara, si vous êtes à côté de votre mari, permettez-moi, Madame Ouattara, de vous dire bonjour ce matin. Je n'ai pas l'habitude de vous interpeller. Madame Dominique Ouattara, regardez votre fils Ahmed. Avec tout le bien, le matériel, tout ce qu'il a pu acquérir, Madame Ouattara, il est dans un cercueil. Et chez les musulmans, quand l'heure de l'enterrer arrive, on le sort de ce cercueil-là. Et puis on l'entoure d'un linceul. On le fout dans le trou. Ahmed n'emportera jamais son jet privé, paraît-il qu'il en a. Ses yachts, paraît-il qu'il en a. Ses voitures, paraît-il qu'il en a. Ahmed part comme il est venu. Celui-là même qui s'est dévoué à votre cause. La moralité, Madame Ouattara. Vous prétendez connaître mieux les Ivoiriens que votre époux. Vanité. Si tout est vanité, Madame Ouattara, redescendez. Il n'est pas encore tard. Le Cheikh Ahmed vous a laissé au-dessus, sinon accroché à votre fenêtre. L'échelle est encore là. Redescendez, n'ayez pas peur. Le peuple n'attend que vous redescendiez pour qu'il vous acclame, madame. Si monsieur a peur et que vous aussi vous avez peur, la gouvernance sera difficile. On dit qu'il n'y a jamais 203. Est-ce à dire aujourd'hui que la primature ivoirienne est mortifère? J'ai lu sur les réseaux sociaux, ça m'a fait marrer. Même Yohou aussi, ça lui a fait marrer. Elle m'a appelé. Et qu'est-ce que nous avons lu sur les réseaux sociaux? Vous savez, les Ivoiriens, ils ont de l'humour. C'est ça qui les caractérise. Ils ont dit, le président Ouattara a appelé Adjoumani pour lui dire d'être le premier ministre. Adjoumani dit, monsieur le président,
Vous savez, moi, mon niveau d'études ne me permet pas d'être Premier ministre, donc je préfère élever les animaux. C'est une grande métaphore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la primature, là, dès qu'on vous nomme Premier ministre, vous devez vous attendre à mourir aussi rapidement qu'impossible. Monsieur Ouattara, quand il s'agit des cas aussi importants, quand on a fini d'enterrer le deuxième, parce qu'on dit qu'il n'y a jamais deux sans trois. Approchez-vous de ceux qui consultent les orages, les oracles plutôt. Allez-y, exorcisez la primature. S'il y a des sacrifices qu'il faut faire, monsieur Ouattara, faites-le. Si vous pensez que vous n'avez pas d'argent, prenez l'argent de la caisse de l'État. Allez-y sanctifier la primature pour ne pas qu'il y ait un troisième dans 8 mois. Parce que Bon Koulibaly et moi, il y a 8 mois. Ahmed aussi vient de mourir il y a 8 mois. C'est pour ça, dans un de mes papiers, j'écrivais pour dire, si c'était un pays à Caen, chez les Agnis, notamment chez les Baoulés, quand le temps est si dur, les femmes qui intercèdent auprès des mages, des grands dieux, elles demandent au chef du village de ne pas faire sortir ni enfants, ni hommes. Elles se mettent quasiment à poil, badigeonnées de kaolins. C'est ce qu'on appelle la djanou. Elles font tout le tour du village. Elles commencent à l'entrée, elles finissent à la sortie pour conjurer le mauvais sort. Malheureusement, ces choses tardent à disparaître. Tendent plutôt à disparaître. Monsieur Ouattara, je vous demande pardon. Interrogez les gens qui savent, qui ont un sens élevé, que ce que moi je vois. Ils vous diront qu'est-ce qui ne va pas. Parce que s'il y a un troisième premier ministre qui meurt, monsieur Ouattara, à ça, je ne pense pas que ce cadavre-là irait dans un trou. Les Ivoiriens vont vous montrer de quel bois ils se chauffent. Et je ne veux pas qu'on en arrive là. Et vous-même, monsieur Ouattara, comme les gens le disent, allez-y vous laver au village. Pour ceux qui comprennent ce langage, ils le comprendront. Mais peut-être qu'ils ne comprennent pas, je vais lui expliquer. Ça dit quand on vous dit, allez-y vous laver, ce n'est pas parce que vous êtes sale. Mais il y a des mystères que les parents connaissent au village. Vous arrivez, vous vous lavez pour vous purifier. La primature fait peur. Monsieur le Président de la République. Allez-y laver la primature. Si nous dire à quelqu'un, demain, c'est M. Joël Etienne qui a nommé Premier ministre, M. Ouattara, je n'irai pas à la primature, je vais rester chez moi pour travailler. Et vous allez dire que je fuis mes responsabilités. Parce que là-bas, je ne sais pas quel esprit qui est là-bas pour me tuer. Dès maintenant, dès que vous finissez d'enterrer celui que vous considériez à l'époque comme votre tendre et cher fils, Ahmed Bakayoko, interrogez les grands esprits pour que la primature soit sanctifiée. Sinon, la primature et puis la présidence en Côte d'Ivoire au plateau, là, c'est collé. Hein? On ne sait jamais si l'esprit peut sauter pour tomber aussi à la présidence, on ne sait jamais. Souvent, je me pose la question, est-ce que M. Ouattara lui-même, il est en sécurité? J'exprime une grosse inquiétude aujourd'hui au regard de ce que je vois et de ce que j'entends. C'est dur à comprendre, c'est dur. Je dis bien c'est dur parce qu'il s'agit de la mort. Et quand on entend la mort, M. Ouattara, ça fait peur. Parce que quand on meurt, on ne revient jamais. Je pense, vous avez exprimé ce que je ressens. Il y a une dame qui m'aime bien. Elle est aux États-Unis, que je ne connais pas, je salue au passage.
Elle m'envoie un message hier sur Messenger. Elle se dit que j'étais en Côte d'Ivoire. Elle dit, monsieur, tiens, je vous salue. Vous ne me connaissez pas. Je vous lis tous les jours, je vous écoute tous les jours. Monsieur, tiens, est-ce que vous pensez être en sécurité en Côte d'Ivoire? Si vous ne le pensez pas, s'il vous plaît, retournez à Paris où vous résidez. Oh, oh, mon Dieu. Oh, monsieur le président Ouattara. Vous vous imaginez au stade où nous sommes? Au point où mon propre pays où je suis, les gens s'inquiètent que je sois là. Parce qu'il y a une insécurité grandissante qui s'empare des Ivoiriens. Pour ceux qui parlent, pour ceux qui écrivent comme nous. J'espère que vous n'allez pas mettre le grappin sur moi. Je ne fais que vous exprimer ce que le bas peuple pense bas pour vous faire remonter l'information. N'ayant pas d'autres canaux, je profite de mes canaux, de mon site, mon média numérique, businessactualité.com, et puis ma page Facebook. Et puis bon, je vais terminer. Monsieur Ouattara, il est exactement 11h35 à Abidjan. D'ordinaire, le ciel est brillant, la chaleur. Aujourd'hui, le ciel a du mal à apparaître parce que les nuages se battent pour l'empêcher d'éclairer la ville d'Abidjan. Les grands hommes. C'est ça le mystère des grands hommes. J'ai un correspondant qui est à Bobo. Pour un mètre seul, Monsieur Ouattara, pour un mètre seul, regardez ce qui se passe. Le bossu, quand il va au funérailles d'un bossu, la façon dont il pleure là, c'est vrai, il y a la douleur, mais il se dit, bon, demain quand je vais mourir, c'est comme ça qu'ils vont m'exposer. Il n'y a plus de voiture qui va à Bobo. C'est-à-dire la route de Bempé est quasiment coupée. Tellement que les Ivoiriens affluent. Pas pour aller regarder Kofi Olomide qui vient d'arriver. Pas pour aller écouter Lipoupa ou Lipoupa, je ne sais pas quoi. Bon. Mais les Ivoiriens courent pour aller s'asseoir là où ils ont dit c'est le lieu de l'organisation des obsèques d'Ahmed Bakayoko. Chacun va pour ne pas que Ahmed se dise, bon, toi tu n'es pas venu à mes funérailles pour qu'ils rendent compte. Voilà l'esprit qui motive les Ivoiriens. Et Bempé est déjà plein. Il est 11h. Et puis c'est vers 14h30 ou 15h que vous allez, vous, votre épouse, les membres du gouvernement, les présidents des institutions, les ambassadeurs, les officiels qui arrivent. C'est à cette heure-là que vous allez venir. Monsieur Ouattara, le stade est déjà plein à craquer. Ahmed n'était que Premier ministre. Ahmed n'était que Premier ministre. Ahmed n'est pas le président de la République de Côte d'Ivoire. Regardez, M. Ouattara. Ne faites pas semblant de ne pas voir. Regardez et tirez les grandes leçons pour vous-même. Si vanité, tout est vanité. Le grand Ahmed Bakayoko, ce robuste monsieur, grand sportif de son état, karatéka, je ne sais combien d'états. On dit qu'il est le président des francs-maçons de Côte d'Ivoire et d'Afrique. On dit qu'il est aussi franc-maçon. S'il y a un esprit galvanisateur, s'il y avait un esprit protecteur, franc-maçon, pourquoi tu as livré si tôt Ahmed Bakayoko? Ça veut dire que tout ça n'est que de la vanité du vent. Monsieur Ouattara, Madame Ouattara, n'ayez pas peur des Ivoiriens. Ne vous éloignez pas du tout d'eux. C'est parce qu'ils ne vous sentent pas qu'ils mettent sur vous plein de calomnies. Oui, ils ont tué Ahmed. Oui, ils ont tué Monkle Bali. Parce que le peuple ne vous voit pas. La RTI, les médias d'État, dont on force les gens à payer
pour regarder. La RTI n'est plus regardée. La RTI, depuis près d'un mois et demi que je suis en Côte d'Ivoire. Partout où je rentre, si ce n'est pas les films Novelas, ils sont sur, je crois, A+, ou A-, je ne sais pas, ça c'est le nom des chaînes de télé. Personne ne regarde la RTI. Pourquoi? Posez-vous cette question. L'amour que le peuple devait vous donner, cet amour-là, il est absent. Et les gens l'expriment en boycottant tout, en balayant de leurs mains. RTI, c'est quoi? Ils prennent pour faire ceci, ils prennent pour faire cela. Monsieur Ouattara, libérez les prisonniers politiques. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Libérez-les. Vous ne pouvez pas donner du bonbon à quelqu'un, à un enfant. Au moment où l'enfant met le bonbon dans la bouche, vous le chicotez. Mais madame, monsieur Ouattara, comment l'enfant va pouvoir vous exprimer sa gratitude avec la suceur? Il a la douleur dans le dos. Beaucoup de familles vous en veulent jusque-là. Parce que le leader de la famille n'est plus là, il est en prison. Celui qui lui a donné à manger, il n'est plus là, il est parti. Et ses comptes sont gelés, bloqués. Et puis vous gouvernez. Des gens dans la douleur. Et Dieu seul sait. Je dis bien, Dieu seul sait. Je suis habitant depuis un certain moment. Monsieur Ouattara, vous êtes friand de tout ce qui est infrastructure routière. Félicitations. Les centres de santé, les hôpitaux sont devenus des mouroirs. Comment on peut, je dis bien comment on peut apprécier une route si on ne se sent pas bien? Tous les vendredis, sur toutes les routes ivoiriennes, on ne fait que rencontrer des corbillards. Je dis bien des corbillards qui envoient des morts pour qu'on les enterre. Aujourd'hui, là, c'est Ahmed, je dis bien c'est Ahmed qui suscite autant de morts. Parce que chaque famille a des morts. Donc la mort quasiment ne dit plus rien. Et pourquoi, vous savez, M. Ouattara? La misère est grandissante. Le partage des richesses du pays est inégal. Des jeunes diplômés, j'en rencontre tout le temps, j'habite à Cocody. Je vais souvent m'asseoir devant l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, M. Ouattara. Je vois des élèves, des étudiants. Oh mon Dieu! Les amphithéâtres sont dégarnis. Les mêmes amphithéâtres sont devenus dortoirs. Les professeurs viennent pour vendre les cours. Oh, les pauvres jeunes filles, si elles se déshabillent pas pour donner leur corps à ces professeurs inconscients, c'est pas évident qu'elles puissent avoir 7 de moyenne. Monsieur Ouattara, vous faites la route, c'est bien, je vous en félicite. La morale, c'est-à-dire la morale que vous voulez exprimer. Chaque leader, quand le président Houphouët-Boigny était venu, tout le monde l'acclamait. Après Pédier, tout le monde l'acclamait. Guéhi Robert, comment il s'appelle? Guéhi, lui, quand il est venu, il est venu pour balayer. Et effectivement, il a balayé. Et vers la fin, il s'est fait lui-même balayer. Ça, c'est l'insouciance du goût, macéré du pouvoir. Gbagbo est venu, on l'a critiqué. Oui, machin, mais Gbagbo apparaissait. Le nom Gbagbo qui paraît-il, hein, monsieur Ouattara, paraît-il que le nom Gbagbo, ça vous irrite tellement, mais je vais vous le prononcer à l'instant. Gbagbo Laurent, là, il n'a pas donné quelque chose d'extraordinaire aux Ivoiriens. Sa simplicité, son attachement, au point où, tous les matins, la RTI était regardée parce que les gens se disent, moi-même j'en ai fait l'expérience. Je suis venu, j'ai dit à un couturier, j'ai dit, pardon, viens, le président Gbagbo va aller quelque part. Il faut regarder la tenue qu'il a portée là. Tu me fais pareil. Gbagbo avait laissé une marque vestimentaire. Monsieur Ouattara, j'aimerais copier quelque chose de vous pour en faire mon souvenir. Si c'est le boubou blanc que vous portez pour aller à la mosquée, tout le monde en porte.
ça ne me dit rien. Si c'est la chemise blanche assortie d'une cravate noire et une veste noire, j'en ai, M. Ouattara. J'aimerais quelque chose de vous qui est particulier. Parce que, Monsieur le Président, vous êtes l'icône nationale. Et c'est ce que vous êtes qui se désagrège sur le peuple. Ça fait près de 10 ans que vous êtes là. Monsieur Ouattara, j'aimerais copier quelque chose en vous. Mais il n'y en a pas. Je ne trouve pas, Monsieur Ouattara. Si c'est le travail là, mais j'aimerais bien vous voir en train de travailler pour que je vous singe. Vous savez, Monsieur le Président, pendant que je vous parle, il y en a qui m'apprécient. Je lis. Et tiens, fais attention à toi. Monsieur Ouattara, si vous m'arrêtez, ça peut résoudre quel problème? Si vous me faites tuer, ça peut résoudre quel problème? Bien au contraire, ça va accentuer le regard interrogateur du peuple encore sur toi. Ils ont arrêté Étienne Joël, le journaliste. Paraît-il qu'il est mort quelque part. Monsieur Ouattara, c'est la tête que le boxeur cherche à taper. Ce n'est pas la poitrine. Quand il y a deux boxeurs qui sont sur le ring là, l'autre cherche la tête de son adversaire pour lui donner le plus lourd coup pour qu'il tombe. Donc tout ce qui arrive aux Ivoiriens, M. Ouattara, vous en porterez toujours la responsabilité de bien comme de mal. Le nom Gbagbo qui vous irrite, paraît-il, je ne vous connais pas. Monsieur le Président, j'aimerais bien un jour vous rencontrer comme ça pour échanger avec vous. Pour voir qui est ce Ouattara là qui nous gouverne et qui met autant de mystères. Et puis je vous verrai, peut-être que je vais trembler comme une feuille morte, avec admiration. Et puis vous allez me dire non, monsieur, tiens, calmez-vous. Et puis vous m'attrapez. Pour dire non, calmez-vous, oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je dis, Monsieur le Président, souvent, quand c'est comme ça, la peur fait qu'on est essoufflé. Oui, Monsieur le Président, vraiment, je ne savais pas que j'allais vous rencontrer, mais votre simplicité. Et puis, dès que je sors de là, je fais un poste. Le Ouattara que vous jugez sans connaître, il vient de m'attraper. Le monsieur, il est simple, il est humain. Est-ce que ça va venir un jour? Si ce n'est pas Étienne Joël, il faut que ça soit Koulibaly. Mais pas le Koulibaly qui est député. Pas le Koulibaly qui est maire. Pas le Koulibaly qui est directeur général. Ils sont déjà rassasiés. Mais ce Koulibaly là, qui court derrière les Baka, tu vois sa chaussure est complètement déchirée. La sueur qui coule sur son front là, ce n'est plus clair, c'est noir. Parce que ce Koulibaly vit avec la poussière. Et il rencontre le président Ouattara, comme Ahmed Bakayoko le fait. Dites, monsieur, qui est votre garde de corps? Je ne sais pas. Prenez ce monsieur-là, qu'il me trouve au palais à 11 h ou à 17 h, l'heure favorite de rendez-vous d'Ahmed. À ce moment-là, quand il va sortir de là, c'est ce qu'il va dire que le peuple va écouter. Nous sommes dans le recueillement. Ahmed n'est plus là. À partir d'aujourd'hui, mercredi, on va commencer les funérailles d'Ahmed. Ahmed, tu m'as poussé à être inspiré ce matin. Je n'ai pas vécu ta générosité ou ta cruauté ou ta méchanceté. Tu es un être. Tu n'es pas aussi propre à l'excès. Mais quand je regarde ce que tu as sémé avant de partir, tu n'as pas vécu inutile. Bon voyage éternel, Ahmed. Et que les dieux, toutes les stars qui sont parties
avant toi. Je pense que le samedi prochain, vous allez faire le show. Malheureusement, dans ce show-là, il faut mourir pour le vivre. Je suis encore sur terre. Je ne sais pas. Mais si c'est le cas, amuse-toi, parce que là-bas, tu auras fait tout ce que tu peux. Adieu, Ahmed. Adieu, monsieur le maire. Adieu, monsieur le député. Adieu, monsieur le ministre de la Défense. Adieu, le Premier ministre de Côte d'Ivoire. Merci à vous. Au revoir.